Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin. Désolé pour les quelques petites minutes. On est encore parfois à s'assurer que la technique est parfaite, mais très content de vous avoir avec nous. Merci à Madame la ministre Mélanie Joly d'être avec nous. Vous avez des grandes responsabilités. Le développement économique est au cœur de nos enjeux. On l'a dit, il y a eu une crise sanitaire, mais il y a aussi une crise économique. Vous avez été avec nous il y a quelques semaines. En fait, on a lancé notre série web avec vous et je vous en remercie. C'était déjà il y a 7 semaines, ça passe vite. On va parler aujourd'hui de ce qui s'en vient, peut-être aussi de ce que vous êtes en train de faire encore pour régler l'urgence économique. Michel, je suis désolée, je vous entends pas tout le temps, ça déconnecte. Ça se déconnecte. Alors, je pense que la technique devrait... Là, je vous entends. Là, c'est mieux. Bon, j'espère que tout le monde m'entend aussi. Je veux simplement attirer l'attention sur quelques chiffres qui sont quand même assez importants, là. La subvention salariale, c'est un outil essentiel pour les entreprises. 30 000 demandes au dernier chiffre que j'avais. Heureusement, vous avez annoncé il y a quelques jours, je pense que vous allez aller au-delà du 6 juin, mais assurément, c'est un outil essentiel. La fameuse prestation canadienne d'urgence, les chiffres que j'ai, c'est 7 millions de Canadiens qui s'en servent. C'est un Canadien adulte sur 4. C'est clair que votre gouvernement a agi avec beaucoup d'agilité. Vous avez été déterminé, puis vous avez aussi eu un courage économique d'agir. Donc, jusqu'ici, moi, en tout cas, quand je regarde la réponse du gouvernement du Canada, je suis très admiratif. C'est quelque chose qui n'était pas facile et c'est pas terminé. C'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui. Donc, pour tout le monde qui nous écoute, je vais céder la parole à Mélanie Joly. Elle va prendre quelques instants. Après, j'ai des questions. Mélanie Joly a accepté d'échanger et on a aussi des questions du public que vous nous avez envoyées. Donc, sans plus attendre, je vous cède la parole, Madame la ministre Mélanie Joly. Merci Michel, ça me fait plaisir d'être à nouveau avec toi et avec l'équipe de la Chambre. Je sais que vous travaillez extrêmement fort présentement à essayer d'organiser un peu plus le milieu des affaires, à répondre à toutes les questions, à transmettre toute l'information parce que il y a certainement une course vers l'information alors que dans le fond tout homme d'affaires, toute femme d'affaires présentement essaie d'avoir accès à un petit peu plus de certitude, de mieux gérer les risques parce que c'est un moment très, 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 très difficile et très anxiogène. Moi, ça me ferait plaisir aujourd'hui de vous parler de l'état de la situation au niveau du gouvernement fédéral, c'est-à-dire, on est arrivé avec plusieurs mesures, les grandes mesures étant la subvention salariale, le fait d'avoir accès à des liquidités, donc pour les PME, le fameux prêt de 40 000 $, aussi du financement pour les loyers commerciaux pour les entreprises qui ont perdu 70 % de revenus, donc avoir accès à une aide au niveau des loyers commerciaux, de l'aide aussi au niveau des agences de développement économique, donc DEC, que j'aurai l'occasion d'annoncer plus tard, bientôt en fait, plus tard cette semaine. Et puis finalement, de l'aide aujourd'hui qui a été annoncée pour les grands employeurs. Et je pourrais répondre à des questions des membres sur ces différentes mesures-là. Mais merci Michel à ton équipe et merci à tous ceux et celles qui sont en ligne parce que c'est important de transmettre cette information-là et c'est important pour nous d'avoir accès à vos préoccupations. Comme ça, on peut mieux s'ajuster parce que certainement, ce qu'on a démontré au cours des dernières semaines, c'est qu'on doit construire l'avion au même moment où on la conduit, puis en même temps, on veut l'atterrir, cet avion-là. On veut faire en sorte que ça se passe bien. Merci pour cette introduction. J'ai plusieurs questions. On va commencer par une très générale. Michel, vous m'entendez pas très bien encore? Je suis désolée, je vous entends pas toujours. Je vais parler lentement. Daniel, notre technicien, doit essayer de résoudre ça au moment où on se parle. Est-ce que ça se passe mieux? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends. Bon. Écoutez, je vais essayer de parler clairement. Allez-y. Oui. Parce que moi, je vous entends très bien. Je pense que tout le monde, c'est vous qui veulent entendre. De façon générale, êtes-vous satisfaite de la rapidité avec laquelle l'argent est envoyé aux Canadiens? Il y avait des doutes au début sur la capacité du système. Avez-vous l'impression que ça fonctionne bien? Bien, ce qu'on s'est rapidement rendu compte, tous ceux et celles qui siègent au comité COVID-19, donc on est environ une dizaine de ministres, c'est qu'on n'avait pas le temps de créer des nouveaux programmes.
le plus important, c'était qu'on envoie l'argent le plus rapidement possible avec les options qui étaient devant nous, c'est-à-dire des programmes qui existaient, mais qui étaient peut-être trop restrictifs, et donc, et aussi des employés qui étaient en télétravail. Donc, on a utilisé l'Agence du revenu parce que c'est l'agence qui a le plus de capacité à gérer énormément de documentation rapidement. On savait aussi que l'agence allait avoir moins de dossiers à traiter parce qu'on reportait à plus tard, dans le fond, le paiement des impôts. Donc, ça nous créait une capacité. Puis, rendu là, on a décidé juste de prendre les critères de l'assurance-emploi pour la PCU et de l'élargir. Donc, pour tous ceux et celles qui avaient perdu leur contrat parce que c'était des travailleurs autonomes, pour tous ceux et celles qui avaient pas assez d'heures accumulées en vertu de l'assurance-emploi, pour les parents qui étaient à la maison parce que leurs enfants l'école était fermée, donc les enfants étaient à la maison, pour ceux qui étaient malades ou qui s'occupaient d'une personne malade. Donc, en élargissant les critères de l'assurance-emploi, en passant via l'Agence du revenu, on a été... bref, on a pris la bonne décision parce que l'argent s'est retrouvé rapidement dans la poche des gens. Puis, on a voulu commencer par notre monde, monsieur, madame, tout le monde, parce qu'on savait que à cause de l'incertitude, de l'anxiété, les employeurs allaient peu à peu prendre des décisions, puis ils ne savaient pas si garder leurs employés. Donc, il fallait créer un filet social rapidement. Et c'est ce qu'on a fait. Et là, la subvention salariale, quant à elle, est arrivée en place la semaine passée. Et ça, je pense que c'est des bonnes nouvelles aussi. Encore une fois, on a voulu faire ça simple. Et puis là, ça aide nos employeurs qui peuvent peu à peu réengager leur monde, continuer à créer le lien entre les employés et l'employeur. Mais je pense que ce qui est arrivé dans la crise, Michel, puis ça c'est important de comprendre, c'est que le gouvernement fédéral, au départ, on pensait que c'était juste un déplacement de la demande. On pensait que pendant 1 mois ou 2, les revenus des entreprises allaient baisser et puis qu'éventuellement, ils allaient reprendre et qu'il fallait amener juste des liquidités. Mais peu à peu, on s'est rendu compte que c'était plus que ça. Il fallait aller voir quels étaient les coûts fixes, aider nos entreprises à survivre. Et c'est pour ça qu'on est arrivé avec des subventions, comme la subvention salariale et puis l'aide au logement, au loyer commerciaux, pardon. Peut-être une question sur justement ce dernier point, l'aide aux loyers commerciaux. Un constat qu'on fait, c'est que les entreprises, tu m'entendais pas très bien, hein? Je ne sais pas encore une fois si la technique peut nous résoudre ça en temps réel. La question qu'on se pose, c'est la question des loyers commerciaux. La décision qui a été prise, c'est d'utiliser un mécanisme par lequel c'est le propriétaire qui fait en sorte qu'on fait appel à cette aide et le locataire lui-même est donc tributaire de la décision du propriétaire. Est-ce qu'on est satisfait de la façon dont ce programme d'aide au loyer fonctionne présentement? Bien, au fédéral, on est allé dans la mesure de nos moyens parce que on savait qu'il fallait aller vraiment aborder la question en anglais, je dirais le burn rate, les coûts fixes. Combien ça coûte à nos entreprises, à nos employeurs par semaine ou par mois, et puis au même moment, ils n'ont pas nécessairement de revenus. Donc, la subvention salariale, les salaires, deuxième chose, le loyer. Donc, on va passer par la Société canadienne d'hypothèque et de logement, la SCHL, parce que c'est la façon que le gouvernement fédéral a à sa disposition pour envoyer de l'argent et l'envoyer dans le fond, aux locataires, donc aux propriétaires d'immeubles. 97% des immeubles sont hypothéqués au Canada. Donc, il n'y a que 3% des immeubles qui ne sont pas hypothéqués. Donc, c'était la façon la plus utile. On n'a pas de data, on n'a pas de banque d'informations des baux commerciaux. On ne connaît pas les locataires. Donc, c'est vraiment les provinces c'est Québec qui est en charge de la relation de locataire à locataire. Et là, on a des bonnes conversations avec Québec pour voir comment ils peuvent aussi aller encore plus de l'avant pour s'assurer que les entreprises qui ont vraiment perdu 70% de leurs revenus, là, ça c'est énorme, c'est des entreprises qui sont en train de se battre pour leur survie, pour que ces entreprises-là aient accès à l'aide. Pierre Fitzgibbon et moi, on a une très bonne relation, on se parle très souvent.
Et je sais que il y a plein d'options qui sont regardées présentement de son côté. Mais je pense que le fait que nous, on envoie l'argent, on espère mi-mai, c'est ça l'objectif, que la SCHL se mette à non seulement annoncer, mais aussi envoyer de l'argent aux banques. Les banques, après, utilisent cet argent-là pour fournir le financement nécessaire aux locataires. Et à ce moment-là, les locataires vont pouvoir baisser leur loyer de 75%. Donc, on se rappelle que l'objectif du programme, c'est que Québec-Ottawa paye 50% du loyer commercial, 25% par le locataire et 25% par le locataire. C'est ça l'objectif pour les entreprises qui ont perdu 72% de revenus. Donc là, on est dans un programme, juste pour terminer là-dessus, où c'est vraiment la relation entre vous, SCHL, donc le fédéral. Vous dites que le gouvernement du Québec a un rôle à jouer et d'ailleurs, il en paye une partie. Et là, si on doit ajuster, parce qu'on entend beaucoup de gens qui demandent qu'on ajuste ce programme pour que les locataires puissent l'utiliser. Et ce que je dois comprendre à ce moment-là, c'est que c'est par le gouvernement du Québec que ces ajustements pourraient arriver. Vous ne m'avez pas compris. Je n'ai vraiment pas entendu ça. OK. Ce que je comprends, OK, excusez-moi. Alors, écoutez, on va essayer de poursuivre, si jamais c'est possible. Madame Joly, votre budget, le budget de développement économique Canada vient d'augmenter de 962 millions, si j'ai les bons chiffres. Vous avez doublé les sommes disponibles. Pouvez-vous nous dire les grandes lignes de ce que vous comptez faire avec ces sommes additionnelles? Différentes choses. Donc, du 962 millions pour le Canada, c'est à peu près le budget annuel de toutes les agences de développement économique est d'environ 1,3 milliard. Donc, quand on dit qu'on a à peu près 1 milliard, on est proche de doubler le budget des agences de développement économique. L'objectif des agences de développement économique comme DEC au Québec, normalement, c'est vraiment d'aider à stimuler la relance, stimuler la demande pour justement faire en sorte de faire du vrai développement économique. C'est la première fois qu'en temps de crise, nos agences de développement économique vont être utilisées pour aider à stabiliser l'économie. Donc, on reconnaît qu'essentiellement, parfois nos banques ou nos caisses pop n'arrivent pas à rejoindre toute la population, que certaines de nos mesures doivent être plus souples dans certains cas. Et c'est pour ça que DEC va avoir plus d'argent, donc on augmente massivement le budget de DEC, et aussi des SADC. Les SADC, Michel, toi et moi à Montréal, on est moins dans la réalité des SADC, mais tout le Québec en région est très au courant des SADC. Les SADC sont présentes à Rouyn-Noranda, sont présentes dans le bas du fleuve, un peu partout à travers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Gaspésie. Ce sont des organisations qui offrent des prêts sans intérêt à des petits commerces. Des petits commerces, des fois, qui n'ont pas de banque ou qui n'ont pas vraiment accès facilement à du financement et qui sont extrêmement vulnérables présentement. Donc, l'objectif du nouveau financement va être également d'augmenter massivement le budget des SADC, la plus grande augmentation de leur histoire, pour offrir des prêts. Donc ça c'est la SADC, via DEC. Ce qu'on va vouloir faire à Montréal, c'est vraiment faire des partenariats aussi avec d'autres groupes qui, eux, sont plus sur le terrain et qui vont pouvoir offrir des prêts sans intérêt, qui vont pouvoir rejoindre certaines entreprises qui, malheureusement, tombent encore entre les cracks, qui n'ont pas accès aux prêts de 40 000 ou du gouvernement ou qui n'ont pas accès à la subvention salariale. Donc, c'est ça l'objectif du financement de DEC. Alors, ça me fait plaisir de travailler avec la Chambre de commerce pour aussi identifier ces entreprises-là qui en ont besoin. Bien, merci. On est déjà, nous, très engagés à essayer de rejoindre tout le monde pour voir comment le filet économique rejoint tout le monde. Juste donc, pour clarifier, cet argent-là sert à compléter, si on veut, la stratégie pour rejoindre des entreprises avec les prêts. Est-ce qu'il va y avoir des budgets additionnels, possiblement à Développement économique Canada et à toutes les agences au Canada, pour la relance elle-même? Est-ce que ce qu'on a présentement, c'est encore dans le domaine de réagir à l'urgence économique, mais pas encore à la relance et au redémarrage? Bien, il y a deux choses. En fait,
comment on regarde le tout au niveau du fédéral? C'est qu'on voit ça en 3 étapes. La stabilisation de l'économie, donc le fait de pouvoir amener des liquidités, de pouvoir être là pour aider nos entreprises à avoir l'aide nécessaire pour passer au travers de la crise, particulièrement au moment où on est encore en confinement. Deuxièmement, c'est le fait de réouvrir certains pans de notre économie. Et éventuellement, c'est la relance économique. Ou la relance économique, l'objectif, c'est de stimuler la demande. Oui. Mais il y a il y a toujours pas vaccin. Il y a encore, dans le fond, il y a encore de la contamination communautaire qui se fait. On fait attention, on travaille avec nos autorités de santé publique, mais on doit être capable d'y aller par phase. Et là, c'est pour ça qu'on arrive avec de l'aide. On est arrivé au départ avec de l'aide aux gens directement. On en a parlé en début de conversation. Après, on est arrivé avec de l'aide aux petites entreprises. Aujourd'hui, on annonce le programme pour les moyennes entreprises et les très grandes entreprises. Les très grandes entreprises étant celles qui ont 300 millions et plus de revenus. Et pour ça, et ça, c'est vraiment pour les aider, pas à se restructurer, pas à faire en sorte comment je peux dire, c'est pas des subventions, c'est vraiment de l'aide directement si elles n'arrivent pas à obtenir du financement auprès des banques. Donc, c'est ça l'objectif. On pense notamment à des grandes entreprises qui sont très affectées, notamment nos compagnies aériennes. Donc, ça, c'est un exemple. Et donc, mais dans la deuxième phase, là, on va pouvoir voir, OK, ben, parfait, avec cette aide-là d'urgence, comment nos entreprises réagissent? Comment le marché au niveau local, régional, national, international recommence? Et finalement, la relance économique sera, ben, à ce moment-là, où on est un petit peu plus tard, dans quelques mois, et comment on pourra s'organiser pour être compétitif au niveau international. Peut-être juste pour nous aider, puis je sais que c'est tout récent, là, la nouvelle est encore chaude, cette aide aux moyennes et surtout aux grandes entreprises, est-ce que c'est une aide subventionnaire, c'est une aide aux liquidités sous forme de prêt? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce qui vient d'être dévoilé? C'est une aide aux liquidités sous forme de prêt qui est attachée à différentes conditions, notamment le fait que cet argent-là ne peut pas être utilisé en cas d'insolvabilité ou pour restructurer une entreprise. Donc, essentiellement, il fallait que le bilan des entreprises soit bon avant. L'objectif va être, bien entendu, de protéger les travailleurs. Donc, protéger non seulement les conventions collectives, mais également s'assurer qu'on puisse protéger les pensions, les régimes de pension des travailleurs. On va regarder aussi les dossiers liés à la fiscalité, puis à aux arrangements à l'étranger des entreprises. On va s'assurer qu'il y ait des limites liées à la rémunération et aux dividendes des dirigeants. Et en même temps, on va s'assurer aussi de regarder à quel point les entreprises peuvent respecter leurs obligations au niveau environnemental. Donc, ça touche tous les pans de notre économie, que ce soit le secteur aérien, que le secteur aéronautique, jusqu'à le secteur des médias ou encore des ressources naturelles. Très bien. Vous l'avez dit, on était dans la stabilisation, on est encore dans ces mesures qu'on annonce pour bien stabiliser. Regardons un petit peu en avant. Il y a des prochaines semaines, des prochains mois qui vont quand même être difficiles. Par exemple, les mesures que vous avez annoncées, subventions salariales et autres, souvent il y avait une date limite. Il y a des secteurs pour lesquels on le sait, ça va durer longtemps. Comment vous voyez cette évolution des mesures d'aide dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Par exemple, la subvention salariale, dans certains domaines, est-ce qu'elle pourrait être prolongée sur plusieurs mois? Ou est-ce qu'on va avoir une approche uniforme pour l'ensemble de l'économie? Comment vous voyez ça de votre point de vue? Donc, on sait que la subvention salariale, elle était mise en place pour le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai. Là, on regarde maintenant juin, mais ça affectait pas en particulier les entreprises saisonnières. Parce que une grande partie des entreprises saisonnières, c'est l'été le plus important, particulièrement le secteur touristique, qui est également sous ma responsabilité. Donc,
On regarde différentes choses. C'est sûr que dans le contexte du financement des agences de développement économique, le secteur touristique qui est proche de mon cœur va avoir une attention toute spéciale, mais on regarde certainement certains scénarios. On veut s'assurer aussi que nos régions ne soient pas plus affectées par la pandémie parce qu'on le sait que peut-être qu'ils ont moins de cas. Mais au niveau économique, une grande partie de leur économie est basée sur l'aspect de saisonnalité là, dont je vous parlais. Et là, ben, on veut s'assurer qu'il y a un bon équilibre entre le respect des consignes des autorités de santé publique, puis en même temps, ben, la survie économique de nos régions. Parce que là, on n'est pas dans le développement économique, on est dans la survie économique. Donc, c'est pour ça que cette aide-là, elle est sur la table, elle est discutée. Mais je pense qu'on doit y aller au fur et à mesure. Il y a du déconfinement qui a lieu au Québec présentement. Donc, on va voir comment l'activité économique reprend. Mais très certainement au niveau touristique. Et d'ailleurs, c'est une conversation que j'ai eue avec plusieurs ministres du G20 en charge du tourisme. Notre objectif va être de regarder à soutenir le tourisme local, après régional, après national, puis après international. Donc, je pense que ça, c'est dans plusieurs pans de notre économie. Il faut y aller par étapes. Parfait. Toujours en regardant un peu devant nous, on le sait, présentement, on est en redémarrage en région, au niveau manufacturier, au niveau des chantiers aussi, même sur la région de Montréal. Dans le milieu commercial, évidemment, c'est qu'en région. Une question qui nous est beaucoup posée présentement, c'est est-ce que les aides individuelles, donc prestation canadienne d'urgence, la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants, est-ce que ces aides-là vont rester telles quelles, compte tenu du fait, puis vous l'avez entendu, que ça enlève une certaine pression de travailler, de retourner au travail. Comment vous voyez évoluer ces prestations-là et le lien entre ces prestations puis l'incitation à travailler? Mm-hmm. Mais c'est sûr que la PCU, donc la prestation canadienne d'urgence, la PCUE, la prestation canadienne d'urgence pour les étudiants, va avoir une fin. Ils vont avoir une fin, on le sait. Donc, l'objectif, c'est que les gens reprennent le travail parce que au final, le 2000 $ par mois, c'est pas une panacée. Maintenant, c'est une panacée pour certaines personnes qui ont perdu leur emploi pour vrai. Et les gens qui veulent revenir au travail, mais c'est normal qu'ils se posent des questions à quel point on peut assurer leur sécurité. Parce que présentement, on sait qu'il y a encore une pénurie d'équipements. Il y a encore une pénurie d'équipements protecteurs pour individuels. Là. Donc, on manque encore des masques, on a encore un enjeu avec des gants, on recherche encore des sarraux. Je regardais les derniers chiffres et oui, on a commandé énormément de la Chine et peu à peu, les équipements sont en route, mais aussi, on a surtout commandé de nos fournisseurs canadiens. Travail extraordinaire, exceptionnel, ça va me faire plaisir de répondre à des questions là-dessus. Mais les stocks sont en pleine production présentement. Donc, Michel, d'ici la fin du mois, on va déjà avoir plus d'équipements, mais ça va beaucoup dans notre secteur hospitalier ou pour les gens qui sont dans qui s'occupent de nos aînés. Alors, je pense que le défi que les employeurs vont avoir, c'est de sécuriser leurs employés à l'effet que leurs conditions de travail sont à la hauteur de ce qui est nécessaire pour prévenir la contamination présentement. Et je pense que c'est pas que nos employés veulent pas revenir travailler. Je pense aussi qu'ils sont en droit de poser des questions, de savoir à quel point ils vont être protégés, surtout si parfois ils s'occupent de personnes qui sont déjà dans des conditions plus vulnérables. Des fois, des enfants qui sont malades ou des parents qui sont malades, qui peuvent être très asthmatiques ou qui ont une fibrose cystique ou bref. Donc, il y a beaucoup de cas par cas, puis ça, ben, je pense qu'il faut en faire état. Mais du reste, j'ai confiance que nos employeurs vont être capables d'être soutenus et vont faire du bon boulot. Parlons-en un petit peu des employeurs, puis vous venez juste d'y faire allusion. Dans le fond, il y a une question double. Êtes-vous satisfait de la réaction des entreprises jusqu'ici, que ce soit celles qui ont dû sécuriser les lieux de travail parce que c'était des services essentiels, ou encore les entreprises qui
dans le fond, ont dû revoir leur production, peut-être modifier ce qu'ils fabriquaient pour répondre à des besoins d'urgence. Êtes-vous satisfait de la réponse des entreprises au Canada? Moi, je suis très satisfaite. Je pense sincèrement, là, il y a un bel élan de solidarité économique au pays, là. Et je pense que nos employeurs vivent avec énormément d'anxiété présentement parce qu'ils prennent des risques d'affaires énormes. Et puis, c'est quand même, il n'y a personne au mois de janvier, quand ils arrivaient, puis après les vacances des fêtes, qui pensaient qu'on allait passer au travers une pandémie à ce moment-là, là, puis qui avait prévu un plan de contingence pour ça, tu sais. Donc, je pense que ça démontre, tu sais, en affaires, puis ça, c'était mon ancienne vie avant d'être en politique, il faut toujours être osé, faut être capable d'être créatif, puis en même temps, faut être très débrouillard. Ben, je pense que c'est ce que nos entrepreneurs démontrent présentement. Au niveau de toute cette nouvelle chaîne de production d'approvisionnement qui a été créée au pays au niveau du matériel, de l'équipement médical puis de l'équipement de protection individuelle, ben je vais me vanter là parce que je suis la députée d'un de ces quartiers-villes, mais mon quartier Chabanel, là, il y a quand même une entreprise Calco qui va d'ici la fin du mois de mai avoir produit plus de 200 000 sarraux pour dans le fond pour le pays. Puis ils ont fait affaire avec une entreprise qui, elle, au départ, il y avait un problème, il y avait une pénurie de textiles au Canada parce que tout était en Chine, de textiles spécialisés pour les sarraux, pour les masques. Puis on travaillait avec une entreprise, en fait, je pense, de Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, en Atlantique, bref, qui fabriquait ce textile-là, mais normalement pour les maisons. Donc, il y a comme eu toute une réorganisation. Les gens ont commencé à travailler ensemble. Il y a eu même certains sous-traitants dans Chabanel qui ont travaillé avec Calco. C'est un exemple. Le Canada Goose aussi a transformé sa chaîne de production. Se sont mis à produire de Winnipeg à Toronto en passant par Chabanel des sarraux. CAE qui se met à produire des respirateurs. Puis au final, c'est pas des investissements perdus parce que c'est sûr que la pandémie va avoir changé quelque chose au niveau de notre capacité à avoir une indépendance au niveau de notre approvisionnement. Et très certainement, nous, le fédéral, on va vouloir soutenir Québec et toutes les provinces pour s'assurer qu'on a encore et toujours assez d'équipements. Madame la ministre, on va se faire un clin d'œil, mais ça fait des années qu'on réfléchit à la relance de Chabanel. Si jamais c'était un des effets positifs de cette crise, on va tous en être heureux. Peut-être pour revenir sur une... Peut-être pour revenir sur une annonce toute récente, le ministre Navdeep Bains a annoncé la création du Conseil sur la stratégie industrielle. C'est une Québécoise bien connue qui va le diriger, Monique Leroux. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce conseil sur la stratégie industrielle et peut-être des entreprises d'ici qui voudraient y contribuer? Qu'est-ce qu'on doit s'attendre de ce conseil? Comment on va voir ces travaux évoluer? Bien, le gouvernement fédéral, on fonctionnait déjà avec des tables économiques. Il y avait une table économique sur, dans le fond, le secteur agricole et en fait alimentaire. On avait une table économique aussi sur le numérique. Puis il y en avait même une sur le tourisme. Et chacun des présidents de ces tables-là vont siéger avec Mme Leroux. Donc, il y a déjà du travail qui était fait par ces tables économiques-là. Donc, au final, on se retrouve avec une bonne représentativité. Et très certainement, je pense que si Michel, la Chambre est intéressée à soumettre des commentaires à Monique et au Conseil, ben je pense que c'est une bonne idée. Puis ça vaudrait la peine de peut-être aller chercher le point de vue des membres. Moi, très certainement, ça me ferait plaisir d'en entendre parler parce que au même moment où Monique Leroux et son équipe vont arriver avec des conseils, on arrive quand même comme Conseil des ministres avec nos propres points de vue et aussi nos propres idées. Donc, c'est un travail de collaboration. Et je pense que j'apprécierais énormément avoir cette information-là, ce feedback-là de la part des membres. Il y a quelque chose qui est très stratégique, c'est qu'on profite de cette crise pour examiner nos approches
Et je pense que l'adage qui veut qu'on ne devrait jamais gaspiller une crise, là, on est en plein là-dedans. S'il peut sortir de cet exercice une meilleure vision de comment on doit s'y prendre, vous avez parlé tout à l'heure d'autosuffisance ou d'indépendance dans certains secteurs, c'est une bonne approche. Présentement, beaucoup de gens peuvent y réfléchir et si on peut mettre nos idées ensemble, alors on va contribuer, c'est certain. J'ai une question qui provient du public, qui provient de Kim Guiraud, qui est de chez Raymond Chabot Grant Thornton, et qui réfléchit à la synergie à l'intérieur du Canada et le commerce intérieur canadien. Sa question, c'est alors qu'il y a un redémarrage différent d'une province à l'autre, on a vu en Saskatchewan, c'est déjà très amorcé, à certains endroits, ça se passe différemment. Comment vous voyez la relance du commerce interprovincial et le commerce interne au Canada? Mais différentes choses. Je pense que plus que jamais, le premier ministre et les premiers ministres des provinces se parlent ensemble. C'est rendu presque à chaque semaine. Jamais on voyait ça. Donc, il y a une belle collaboration. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Et les collaborations, des fois, en temps de crise, ça arrive de façon un peu impromptue. Ça a commencé avec l'équipement médical et là, peu à peu, c'était au niveau de l'échange, puis aussi de l'échange de données. Et là, c'est certaine la question de la relance, c'est sûr que nous, on a des conversations avec les provinces et territoires. On a lancé d'ailleurs, comment je peux dire, des principes directeurs là, pour guider la relance. Je pense que une des grandes frustrations qu'il peut encore y avoir, c'est que parfois, il y a plus de barrières entre provinces que entre pays. Je m'explique. On est le seul pays du G7 à avoir une entente de libre-échange avec les autres pays du G7. On vient de relancer la nouvelle ALENA, on a le nouvel ALENA, on a aussi la ECG avec l'Europe. Mais parfois, il y a encore des barrières tarifaires entre nos provinces. Donc, j'ai eu l'occasion d'en parler avec le ministre de l'Économie, avec Pierre Fitzgibbon, pour trouver des façons comment on peut travailler ensemble. Il était d'accord avec moi. Je pense qu'on est tous, on fait tous état du même on fait tous le même constat, c'est-à-dire qu'on doit travailler là-dessus, mais là, il faut qu'on s'y mette pour vrai. Et puis, au même moment où on a la relance en tête, on doit être capable de trouver des façons de s'accommoder un petit peu plus parce que on peut pas être compétitif comme pays, même au niveau mondial, et vraiment aller chercher tout le potentiel de nos ententes de libre-échange. Puis au même moment, il y a encore des enjeux entre provinces au niveau du commerce intérieur. On va revenir quelques instants sur le tourisme. C'est probablement parce que tout le monde sait que c'est un des secteurs, vous en êtes responsable, mais aussi qui vous tient beaucoup à cœur. Donc, j'ai reçu beaucoup de questions. Véronique Landry de Fierté Montréal, Ariane Sans Regret de Multicolore qui demande explicitement, comptez-vous renouveler le Fonds d'expérience canadienne qui soutient la croissance du tourisme dans les régions? Et je vais faire aussi le lien avec la question de Pablo Manerol de la TOU, Cité des Arts et du Cirque, qui dit est-ce que vous allez avoir une stratégie spéciale pour les grands centres, en particulier Montréal, qui risquent d'être affectés longtemps au niveau touristique? Donc, encore une fois, préoccupation sur les régions et préoccupation sur des dynamiques propres à Montréal et aux grandes villes au niveau du tourisme. Donc, c'est ça, je disais. Nous, on regarde l'appui local, régional, national, international. C'est le cas pour tous les ministres du G20 en charge du tourisme. Et je regardais, il y avait même un article dans le New York Times en fin de semaine sur les grandes destinations mondiales, de la Grèce en passant par l'Islande, par exemple, et le Mexique. Tout le monde a cette même approche-là. On se rappelle aussi qu'il y a beaucoup moins de... Là, présentement, on n'est plus dans une conversation de savoir quelles sont les destinations aériennes. On parle plutôt de ponts aériens avec certaines destinations à travers le monde. Donc, c'est sûr que pour la relance, le tourisme va être super important. On le sait, mais pour y arriver, on doit être en mesure d'offrir une sécurité aux gens parce que, essentiellement, il n'y a toujours pas de vaccin. Donc, on est plus dans le fait présentement d'aider à stabiliser nos entreprises, à les aider à survivre la crise. Et c'est pour ça que les gens de Fierté Montréal qui sont peut-être inquiets de pas avoir une reconduction de leur financement, mais soyez pas nerveux parce que
Nous, j'ai fait en sorte que toutes les subventions et contributions qui étaient dans le Fonds des expériences canadiennes, on continue à les donner. Donc, vraiment, déjà, ceux qui font affaire avec DEC ou avec Patrimoine Canada devraient être rassurés. On est là pour eux. En même temps, c'est sûr que pour le Fonds des expériences canadiennes, ben, on aura les bonnes conversations de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider notre secteur touristique. Parce que pour moi, le secteur touristique, Michel, là, c'est un peu la canarie dans la mine de charbon. C'était le premier touché parce que c'est rapidement celui avec le tourisme chinois, là, dans le fond, rapidement au mois de mars, on voyait une baisse au niveau canadien. On le voyait déjà même à Montréal. Et ça va être peut-être un des derniers qui va être capable de bien survivre. Donc, il va falloir être là comme gouvernement pour les aider. Et c'est pour ça que je les entends puis je vais les soutenir. Merci, Madame la ministre. Moi, j'aime bien des questions claires, mais des réponses claires aussi. Vous dites le Fonds d'expérience canadienne, ceux qui ont accès, faites-vous-en pas, l'argent va être là. J'adore ça, Madame la ministre. Une question une question un peu plus délicate, mais je l'ai posée à Stephen Guilbeault la semaine dernière aussi. C'est la question du partenaire américain. On le sait, notre économie est très, très, très reliée aux États-Unis. Beaucoup de nos entreprises y exportent. Beaucoup de nos entreprises sont intégrées dans des chaînes d'approvisionnement. D'un point de vue de développement économique, êtes-vous inquiète? Êtes-vous rassurée sur la prochaine année et nos relations commerciales d'affaires avec les États-Unis? Comment vous voyez la situation? Je pense que une chose que notre gouvernement était vraiment capable de démontrer, c'est à quel point on peut travailler de façon constructive avec nos voisins du Sud. On a été en contact avec nos voisins du Sud à plusieurs reprises au cours de la crise et on l'est toujours. Que ça soit de différentes façons, que ce soit directement la vice-première ministre en contact avec le vice-président des États-Unis ou le premier ministre en contact avec le président des États-Unis, ça se fait. Ça se fait aussi via des conversations avec des gouverneurs de différents États. Mais je pense qu'on a tout avantage à s'assurer que on puisse continuer à travailler avec les États-Unis. On se rappellera qu'une des plus grandes conversations de 2018-2019 a été la négociation de l'ALENA. Et là, l'ALENA, finalement, elle a été ratifiée, puis ça a fait à peine quelques lignes dans un journal parce qu'on est en pleine crise sanitaire et crise économique. Mais c'est quand même ça amène une stabilité. Puis on va continuer à travailler ensemble pour la gestion de nos frontières et puis au final trouver des façons que nos chaînes d'approvisionnement qui sont intrinsèquement liées, qu'elles puissent continuer à avoir qu'il n'y ait pas d'enjeux au niveau des tarifs ou bref, d'enjeux liés à l'importation et l'exportation des biens des deux côtés de la frontière. Madame la ministre, là, je m'adresse à Mélanie, la députée de Montréal. Vous êtes notre ministre économique à Ottawa. Oui, alors, vas-y, je t'écoute. Vous êtes notre ministre économique à Ottawa et présentement, moi, en tant que président de Chambre de commerce, j'ai une inquiétude sur notre centre-ville. On le sait, les centres-villes, ça vit d'activités de col blanc souvent. Dans les tours à bureaux, il y a une forte concentration de travailleurs qui s'y dirigent. Et là, devant nous, on pourrait se retrouver dans une situation où d'abord le déconfinement, le redémarrage à Montréal, ça prend plus de temps. On pourrait se retrouver avec une pression très forte pour qu'il y ait beaucoup de télétravail, donc peu de gens qui viennent dans le centre-ville. Donc, on pourrait se retrouver avec une dynamique de centre-ville très amochée, que ce soit au niveau commercial ou au niveau de toutes les fonctions qu'on y retrouve au centre-ville. Ma question, c'est à Mélanie Joly, est-ce qu'on peut se battre pour qu'il y ait un programme ou en tout cas une attention spécifique sur la dynamique du centre-ville de Montréal? Bien, c'est sûr qu'il faut regarder de près la question du centre-ville, Michel. Moi aussi, je partage ton inquiétude parce que, je partage l'inquiétude du fait qu'on doit s'assurer de bien gérer la contagion, la contamination communautaire à Montréal. Comme députée d'un de ces quartiers-villes, c'est sûr que je suis très préoccupée. Mais aussi, on doit être capable d'endiguer la crise économique qui affecte Montréal. Et moi, ça me fait plaisir de travailler avec toi, avec les leaders
de la communauté pour trouver des solutions parce notre centre-ville a vécu une très belle effervescence au cours, je dirais, des 10 dernières années. On a vu une augmentation de la construction, on a vu une augmentation de l'activité économique. On était fiers, en fait, que Montréal retrouve un peu, comment je peux dire, sa splendeur qu'elle a déjà connue il y a longtemps. Mais c'est pas vrai qu'on va laisser ça aller. Et donc, ça va me faire plaisir de travailler avec les joueurs parce que on doit vraiment aborder cette question-là. Et puis, quand je parlais tantôt des 3 phases, de s'assurer qu'on puisse stabiliser l'économie, tout ce qu'on fait présentement, l'aide aux grandes entreprises aujourd'hui, ben ça va aider directement la survie des grands employeurs qui sont dans nos tours au centre-ville. Après, ben quand on va réouvrir certains pans de l'économie, le secteur de la construction, le secteur de l'aéronautique, manufacturier, on va pouvoir voir à quel point il y a une bonne évolution ou non. Puis après aussi, ben la relance, ben là, c'est là qu'on va pouvoir encore plus trouver des solutions qui sont plus pointues, des solutions qui étaient peut-être en tête pour le centre-ville. Donc, je pense qu'il faut continuer, comme on a fait dans l'étape de la phase de stabilisation, où on a eu des bonnes conversations, on s'est parlé souvent, on a eu des bonnes conversations aussi avec les manufacturiers exportateurs, avec le conseil du patronat, tout ça. Ben, continuons cette belle collaboration-là parce que c'est ça après qu'on est capable d'identifier des solutions, puis après moi je suis capable d'arriver au conseil des ministres, parler avec le premier ministre et faire en sorte justement qu'on est capable d'arriver avec des initiatives qui ont peut-être jamais eu lieu, mais qui seraient peut-être très à propos présentement, étant donné l'ampleur de la crise qu'on vit présentement. Madame la ministre, je vous remercie beaucoup. Ces jours-ci, je suis en pleine réflexion en me disant que depuis 2 mois, 3 mois, on se préoccupe beaucoup de ce que les dirigeants de santé publique ont à nous dire. C'est pas terminé et il faut vraiment prendre le contrôle. Mais j'ai l'impression que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ça va être le tour des ministres économiques. Il va y avoir tellement de questions sur, maintenant qu'on a survécu, comment on repart comme il faut, comment on relance tout ça, et éventuellement, comment on relance aussi à l'international. J'aimerais vous convier dans peut-être cette semaine, là, si on garde le rythme, à ce qu'on se reparle et à ce qu'on examine ce qui doit être fait du point de vue des entreprises, du point de vue du gouvernement, pour qu'on réussisse cette relance qui s'en vient. Et d'ici là, soyons attentifs à la dynamique, comme je le dis, du centre-ville de Montréal. Je pense que les régions vont trouver leur équilibre. Je pense que dans la région de Montréal elle-même, on va redémarrer. L'inquiétude va être toute cette activité normalement qui a lieu dans le centre-ville, là où il y a des grandes tours, qui risque d'être retardée et qui risque d'avoir un impact. Donc, on sera attentif à ça, tout le monde. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis avant que je vous laisse là, la parole, le dernier mot, je vais simplement dire à tout le monde, demain matin à 9 h, on a avec nous Catherine Dagenet. Catherine Dagenet, c'est la PDG de la SAQ. Je pense qu'on est nombreux à avoir été contents que la SAQ reste ouverte pendant la crise. Peut-être que demain, on entendra de Mme Dagenet comment elle voit l'évolution des choses. Et j'aurais une question pour elle, la fameuse demande des bars à Montréal et des restaurants qui veulent pouvoir vendre directement un peu de leur cave à vin. Est-ce qu'elle serait ouverte à cette solution-là? Donc, pour tous ceux qui nous entendent, demain matin, 9 h, on aura un échange intéressant. Sur ce, Mélanie, je te laisse le dernier mot. Merci, Michel, c'est gentil. Bien, je pense que, essentiellement, quand on regarde comment fonctionnent nos marchés financiers. Nos marchés financiers, là, on regarde la bourse, etc., on regarde des indicateurs de performance, des indicateurs assez évidents au niveau de la demande, de l'offre, etc. Mais ce qu'on regarde moins et ce qui est fondamental, c'est la confiance des investisseurs et la confiance des consommateurs. Et essentiellement, souvent, quand on parle à des gens dans le secteur financier, ils disent 2/3 des marchés sont basés sur des émotions et de la confiance. Alors moi, mon point à vous aujourd'hui, à toi, Michel, c'est soyons confiants dans l'avenir. Soyons confiants dans l'avenir parce que cette confiance-là, elle est contagieuse. Et ça nous aide à pouvoir justement passer au travers. Nous, comme gouvernement, on va être là en vous donnant des outils pour traverser le pont, vous tenir la main au moment où vous traversez le pont et comme ça, on va pouvoir tous se rejoindre sur l'autre rive, là où, essentiellement, ça va encore mieux aller. Donc, voilà, merci pour ton travail. Bonne journée.
à la Chambre et bonne chance à la Chambre et à tous ceux qui nous écoutent. Merci. Alors, on garde confiance tout le monde. Bonne journée. C'est bon, merci. Bye bye.